BFM Bourse. Les réponses aux questions. Les réponses aux questions, c'est avec Igor Demac qui est en plateau avec nous. Merci d'être avec nous, Igor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Vous avez sélectionné un certain nombre de questions, celles que vous nous posez sur l'adresse mail avecvous@bfmbusiness.fr. La première question à laquelle vous avez choisi de répondre, c'est: est-ce que l'inflation peut entraîner une récession ? Quand elle est très forte, qu'elle perturbe l'offre, la demande, et qu'elle perturbe aussi les canaux de transmission de la politique monétaire, on l'a vu dans le passé, l'histoire, les très fortes inflations, les hyperinflations ne sont jamais des bons signes. Et puis les pays qui connaissent des très très fortes inflations, Venezuela, etc., sont des pays qui sont en général très pauvres ou appauvris. Donc oui, l'inflation est un danger, et surtout quand ça vient de matières premières qui sont clés, le pétrole ou les matières premières agricoles. Mais nous concernant, nous Européens, on entend parler de stagflation. C'est pas la même chose qu'une récession. C'est une combinaison de la stagnation et de l'inflation. Bah voilà. Donc c'est moins pire qu'une. C'est moins pire, mais ouais, c'est pas très bon non plus. Le scénario auquel vous jugez le plus probable? Alors c'est un ralentissement temporaire, mais assez fort de la croissance, avec une inflation qui, en ciseaux, elle accélère. Et peut-être une normalisation sur 2023. On n'est pas dans un scénario de récession. On va perdre sur 4% de croissance depuis prévu en zone euro 2%. Et on avait 2% divisé par 2. Voilà, on avait 2% d'acquis de croissance du rebond technique de sortie de crise pandémique. Donc vous voyez, on est toujours en situation de croissance, mais c'est un peu théorique et c'est un peu technique. Ah oui, le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette guerre en Ukraine, jusqu'où vont aller les prix du pétrole. Ce qu'on sait, c'est que tant qu'il y a des pourparlers, les marchés sont plutôt rassurés et ont tendance à monter. Autre question, comment doit-on investir en période d'inflation, justement ? Alors, c'est très mauvais pour tout ce qui est obligataire et non indexé à inflation. Il y a des obligations indexées à inflation, c'est les OATI, mais une inflation qui a un taux fixe, évidemment, c'est très mauvais. Les actions réagissent bien aux inflations, aux environnements d'inflation, mais quand c'est contenu. Traditionnellement, on dit entre 2 et 4%. Et puis après, il y a d'autres actifs. L'immobilier est naturellement indexé aux indices. On peut le faire sur l'immobilier physique, mais les foncières cotées ont aussi des loyers qui sont indexés. Donc il y a des solutions. Il y a eu des périodes dans l'histoire où l'inflation était très élevée et c'était investissable, même sur la partie obligataire, parce que les taux étaient très élevés. Et on avait aussi des mécanismes d'indexation de toute l'économie, salaire. Donc la demande était moins contrainte. Aujourd'hui, on a un petit problème, c'est que les taux sont très très bas. Au sein des marchés actions, le type de valeur qui profite le plus de l'inflation, on dit que c'est les financières, on le constate aujourd'hui d'ailleurs, avec les bancaires. Les financières profitent surtout des taux d'intérêt longs qui montent. Oui. Alors, évidemment, il y a une partie prime d'inflation dans la constitution d'un taux d'intérêt nominal, mais c'est plus, j'allais dire, l'environnement global de taux d'intérêt qui monte, qui est favorable. Les banques sont pas très impactées par ce phénomène d'inflation. Elles ont été très impactées par les sanctions économiques et notamment le système SWIFT et puis les banques qui avaient des activités en Russie ou sur le secteur de l'énergie. Mais oui, en fait, si on pense que l'inflation va entraîner une hausse des taux longs, les bancaires sont toujours à favoriser. Et c'est mauvais pour les entreprises très endettées ? Oui, très endettés, mais surtout qui n'arrivent pas à repasser leur coût de production dans le prix de vente. C'est assez favorable, évidemment, vous l'aurez compris, pour toutes les sociétés de matières premières. Vous avez des grands producteurs d'engrais au Canada, aux États-Unis qui sont au plus haut. Mais c'est presque un petit peu trop tard maintenant. Donc il faut s'habituer à un régime d'inflation assez élevé et chercher des sociétés qui ont un pouvoir de prix. Et c'est un petit peu, en fait, quelque chose qu'on cherche tout le temps, mais encore plus en période d'inflation. Capacité de augmenter ses prix. Power. Voilà, le fameux pricing power. Ouais. Autre question que vous avez sélectionnée parmi celles que vous nous posez sur avecvous@bfmbusiness.fr. Quelles actions peuvent profiter de cette période d'inflation? Donc on vient d'en parler. Oui. De quoi n'a-t-on pas parlé? Moi, j'allais dire très basiquement, mais c'était un phénomène qui avait commencé avant la guerre en Ukraine, c'est les valeurs pétrolières. Même si, par exemple, Total était très impacté, puisqu'ils ont une partie d'activité en Russie. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'elles n'en ont pas pleinement profité. Pas toutes, mais globalement... On voit même que Technip est en baisse depuis le début de la crise. Parce que si on gèle tous les projets de forage et d'exploration dans une certaine zone, évidemment, ça va contraindre. Mais je pense globalement, le renchérissement de la matière première pétrole est une bonne nouvelle pour les pétrolières. Pour leur marge, oui. Il y a un événement un petit peu exogène de crise. Après, on l'a dit, les banques, c'est évidemment le secteur pour moi aujourd'hui qui n'est pas cher. En système d'inflation, il faut effectivement faire très attention aux valorisations. Puisque l'inflation, c'est l'arme de destruction massive de l'épargne.
Ça gomme absolument tous les effets de survalorisation, sous-valorisation. Et en fait, le référent monétaire est perdu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on investit dans l'or. C'est qu'en fait, l'inflation, ça détruit un petit peu la valeur des choses. Les taux zéro aussi, c'est mauvais pour l'épargne. Hein. Alors, c'est très mauvais pour l'épargne et c'est d'autant plus mauvais parce que si on a une inflation. Faut trouver juste l'équilibre, quoi. Voilà, 5 à 10, mais on n'a pas de rémunération. Dans les années 80, il y avait 10% d'inflation, mais les taux étaient à 10. Vous voyez, donc, on est obligé de s'adapter. Je pense qu'il y a un élément clé, c'est qu'il y a encore beaucoup de liquidités dans les marchés. Et c'est ce qui explique que les investisseurs sont quand même, je dirais, rassurés. C'est pas le bon mot, mais qui ont été prêts à racheter au point bas après le déclenchement du conflit. Et puis une dernière question, les matières premières sont-elles une classe d'actifs véritable ? Si oui, lesquelles ? Pourquoi ce ne serait pas une classe d'actifs ? En fait, bon, les matières premières, c'est déjà une classe d'actifs qui ne verse pas de rendement. Donc c'est déjà beaucoup plus compliqué d'évaluer une valeur quand on n'a pas une série de cash flows, c'est-à-dire de flux financiers avec un taux d'actualisation. Donc l'or, c'est très bien, mais on fait la supposition que quelqu'un achètera plus cher l'or qu'on détient. Et c'est un peu vrai dans toutes les matières premières, c'est l'offre et la demande. Il n'y a pas beaucoup de véhicules, il y a les sociétés minières, il y a l'or physique, il y a l'or papier. C'est un environnement qui n'est pas homogène comme les marchés actions, mais il y a des possibilités, soit dans les sociétés productrices. Les pétrolières, pour investir dans le pétrole, c'est le plus simple. On ne va pas aller acheter des contrats forward en tant qu'individu. Il y a des ETF qui répliquent, il y a des fonds qui répliquent aussi l'or, les métaux précieux. Donc, il faut essayer de chercher, mais la matière physique en elle-même, on ne peut pas aujourd'hui, à titre personnel, acheter un boisseau de blé, etc. C'est difficile à stocker. Oui. Même si un boisseau, je ne sais pas trop ce que ça représente en volume, mais bon. Ou la tonne de blé, mais le sujet, c'est, vous l'avez dit, le stockage, la liquidité, et c'est pour ça qu'on est obligé de passer par des solutions financiarisées. Merci beaucoup Igor Demac d'avoir été avec nous pour répondre à toutes ces questions, celles que vous nous posez sur Avec vous, @bfmbusiness.fr. Igor Demac, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. À bientôt.